Après vous avoir présenté les clés de la série dans la vidéo tactique de présentation et décrypté le match 1, dans la vidéo suivante, voici tout ce qu'il s'est passé dans le match 2 entre meilleure défense parisienne, maladresse monégasque, notamment au lancer franc, et une bien meilleure efficacité de TJ Shorts et Nadir Hiffi qui se sont relayés pour redonner l'avantage du terrain à Paris dans cette finale de Betclic Elite. Alors la première différence avec le match 1, c'est que Paris a retrouvé des points en transition. Même si Monaco a continué de bien se replier et de faire des fautes tactiques, ils ont profité des décalages, même quand le repli était fait, ils ont été plus agressifs. On a vu que c'est quelque chose qui a été précisé par Thomas Cissalo, de vraiment aller chercher ces points qui leur a manqué au match 1, et même sur des situations de 5 contre 5 en jeu placé, en arrivant avec des pics de transition, ils ont trouvé ces points faciles qui leur avaient manqué. On attaque, ici l'écran est très haut, par-dessous, ce qui bloque vraiment le défenseur de TJ Shorts. Le grand est un peu haut pour empêcher le tir, ce qui laisse de la pénétration. Et comme on est en transition, les aides autour pour créer un mur, pour empêcher TJ Shorts d'accéder au cercle, ne sont pas encore bien placées. Donc en vitesse, il peut aller chercher un panier. On a vu une deuxième situation comme ça, avec un écran haut qui, même s'il n'est pas bien posé, ça a le mérite d'enlever les protections du cercle qui a vraiment posé des problèmes à Paris jusque-là. L'aide pour le coup est beaucoup mieux présente de Alpha Diallo, mais ça laisse un 2 contre 1 à l'opposé et Eli Okobo a peur de lâcher Nadir Hiffi qui a fait un énorme match, ce qui laisse un lay-up. Alors ils ont été plus efficaces également sur le post-up, sur les petits, mais c'est également lié à la défense de Monaco qui était beaucoup moins agressive dans les rotations pour venir gêner le tir. Là on voit qu'il n'y a personne qui vient essayer de contrer. Contrairement à ce qu'on avait vu dans le match 1, même si c'est raté ici, on a retrouvé un lay-up face à Mike James en étant plus agressif, plus costaud pour Paris, en lui rentrant dedans, même si c'est plutôt bien défendu pour empêcher d'avoir la balle, notamment ici. Et même si Maham Diaité, dans cette situation-là, est venu aider, dissuader et qui l'a raté le panier, même si une faute a été provoquée à Mike James, dans le moment le plus important du match, à égalité avec 62 partout, et 3 minutes 30 à jouer, dans cette situation, personne n'est venu aider pour gêner le tir. Alors Paris a également été plus efficace sur les écrans sur le côté où ils n'avaient rien trouvé lors du match 1. Ici, on a vu des choses un peu intéressantes quand ils ont débordé, quand ils sont restés ici pour donner la balle à l'intérieur, notamment sur Mathieu Strazel qui a fait un très bon travail défensif. Il est agressif, il pousse, il touche des ballons. Ils ont vraiment pas réussi à l'attaquer. Ils ont essayé 2 fois de suite. Ils n'ont pas réussi à donner la balle. Donc on peut avoir tendance à penser que dans le match 3, Paris va plutôt s'éloigner de ça et continuer d'aller attaquer Mike James, puisque c'est là où ils ont eu plus de succès. On voit quand ils restent derrière les écrans et qu'ils jouent vraiment directement dans le post-up, ils ont rien trouvé malgré l'absence d'aide de Monaco par rapport au match 1. Il y a aussi eu cette erreur défensive où on a oublié de changer entre deux extérieurs. On a laissé un petit espace à Nadir Hiffi sur sa main droite. C'est vraiment son tir et ce qui lui a permis de rentrer dans le match. On verra qu'il a dominé le match de son talent. Mais si on va avoir une situation où l'écran est posé, on va attaquer beaucoup plus large, ce qui va ouvrir plus d'options, puisque, on l'avait dit, Monaco coupe la passe à Nadir Hiffi, ici, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on fait monter l'intérieur pour empêcher l'aide de Donta Hall. On l'avait vu dans l'autre vidéo, c'était vraiment un ajustement tactique, ce qui fait qu'on peut faire venir Donta Hall et on peut donner la balle poste haut pour le high-low, ou on peut directement passer la balle autour et Sébastien Herrada fait vraiment un très bon travail. C'est un bon joueur de pick and roll pour un shooter qui a un peu de mal d'habitude à les utiliser. Ici c'est la même chose, on attaque large, on fait venir Kratzer, puisque on profite du fait que Monaco essaie de couper les espaces, il laisse la passe lobée, ça fait beaucoup d'espace à couvrir dans l'aide pour Jordan Lloyd, même si ici la passe est ratée. Et là quand on fait venir les rotations, il y a la passe à faire sous le cercle ou la coupe à l'opposé, mais Peter Corneli a vraiment eu beaucoup d'impact dans la protection du cercle, donc c'est pas un panier facile. Et puis on continue de voir ces postes 5 qui, puisque on les force à être dans la raquette quand on donne beaucoup d'aide, ils ont décidé de continuer de rester sous le cercle pour gêner les aides, empêcher de protéger et trouver des lay-ups. Alors sur les écrans au milieu, TJ Shorts a eu beaucoup plus de facilité pour aller trouver des points un peu plus proches du panier parce que sa zone, on le rappelle, c'est dans la raquette ou à la limite de la raquette. On voit cet écran ici, on fait une protection basse, il va au niveau du coude. C'est des tirs qu'il affectionne beaucoup plus que le tir à mi-distance à partir de 5 mètres. On a également vu le retour du pick and pop avec les feintes d'écran. Comme ils essaient de le pousser à droite, ça laisse des espaces beaucoup pour attaquer et il peut ensuite se projeter dans la raquette, on a peur de lui, on donne une aide et on laisse le meilleur shooter de Paris ouvert. Ici c'est la même chose, la feinte d'écran qui lui permet d'avoir un temps d'avance pour attaquer la raquette. Ici on est trop haut et pas assez latéral pour lui laisser cet espace à manger. Vous voyez tout ça à disposition et quand il voit ce genre d'espace,
il les avale avec une vitesse folle. Il a dominé la raquette, même quand c'était pas forcément évident. Vous voyez ce petit tir ici qu'il est allé chercher. Et dans le quatrième quart-temps, quand il a fait la différence, il est allé attaquer le match-up Mike James, Peter Corneli. Il est allé le chercher pour faire des misères à Peter Corneli. On le voit, il est au niveau de la ligne des lancers francs, trouver son tir, parce que c'est ça qu'il veut faire. Il va feinter d'attaquer à gauche, mais lui, il veut trouver son petit tir sur sa main droite, quitte à le montrer pour pouvoir ensuite feinter, faire venir Peter Corneli, qui manque un peu de mobilité défensive sur ça, pour le réattaquer et trouver un tir dans sa zone à lui. Il a été bien plus agressif, il est allé trouver les choses dans lesquelles il était à l'aise. Même là, quand il attaque main gauche, c'est pas le tir qu'il veut, ça sert à rien de sauter, c'est pas ça qu'il veut faire. Il va venir se rééquilibrer, trouver son tir sur sa main droite. Il a vraiment dominé le match, notamment dans le quatrième quart-temps. Et si Monaco veut l'emporter dans cette série, il faudra le pousser, être plus haut sur lui, l'empêcher d'aller chercher ces points-là. Et ils l'ont fait par moments, notamment en se reculant. Le souci ici, c'est que les écrans sont faits avec les postes 5, c'est très écarté, Monaco a joué plus petit, ce qui donne un avantage de taille au rebond, et ce qui a permis à Paris ici de prendre 6 points d'avance. Mais Peter Corneli, il faut qu'il protège mieux la raquette, qu'il se recule. Ce genre de tir-là, TJ Short y est beaucoup moins efficace. Mais la grosse différence par rapport au match 1, c'est Nadir Hiffi qui a été absolument incandescent, et ce depuis le début du match. Mise en confiance notamment par des petits tirs ici, lui il cherche à attaquer main gauche pour mettre des lay-ups ou revenir sur prendre son tir sur sa main droite. On l'a dit tout à l'heure, on lui a laissé ce petit tir pour se mettre en confiance, et après, derrière, il est rentré dans une zone différente. Il faut être beaucoup plus agressif sur lui quand il est comme ça, c'est un joueur de série, et quand il prend feu, on peut pas se permettre de se reculer comme ça et de lui laisser prendre des tirs. Il a allumé dans tous les sens. Alors qu'est-ce qu'a fait Monaco? Ils ont décidé que ça, c'était fini le show Nadir Hiffi, et qu'ils sont sortis fort sur les écrans, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis le début de la série, pour trouver le short roll. Nadir a toujours fait la bonne action, mais on voit une bonne défense de Monaco, et notamment le fait que Corneli soit sur le terrain, ça gêne énormément les Parisiens qui ont peur de lui et qui ont perdu les ballons ou qui ont raté des tirs ici proches de la raquette, même si tactiquement c'est ce qu'il faut faire. L'avantage, c'est que ça permet de faire lâcher le ballon à Nadir Hiffi. On voit que Nadir a fait la bonne action partout, et quand il s'est retrouvé en 1 contre 1, ils ont essayé de le pousser à droite, de l'empêcher de tirer, de le forcer à attaquer sur sa main droite. Il a été un peu plus en difficulté. TJ Shorts a pris plus d'initiative pour créer le jeu, a relâché Nadir qui a eu moins besoin de la balle, et il a pu se permettre de se concentrer sur jouer ses 1 contre 1, et puis ce tir absolument incroyable dont on a l'habitude pour lui sur sa main droite pour sanctionner le match. Mais il faut qu'on parle de la protection du cercle de Monaco, incroyable, qui gêne énormément Paris, que ce soit avec Donte Hall, mais notamment avec Peter Corneli, et c'est d'ailleurs pour ça que Paris a décidé de le faire changer sur TJ Short et le faire défendre à lui, pas forcément sur sa mobilité, mais parce qu'il les a tellement embêtés. À chaque fois qu'il drive, il est là pour venir les contrer en aide. Donc s'il défend directement sur le joueur qui a la balle, il ne sera pas dans l'aide. Mais Donte Hall est pas mal non plus dans la verticalité, à quel point il fait peur. Regardez ici, il y a un lay-up tout seul à faire, mais ils ont tellement peur de lui, ils se sont fait tellement contrer et gêner depuis le début de la série qu'il n'y arrive pas. Mais il faudra plus limiter les points en transition et les post-up. Là où Paris a été bien meilleur par rapport au match 1, c'est qu'ils ont beaucoup mieux tenu le 1 contre 1 défensif de Monaco, notamment Mike James qui s'était tellement régalé dans la raquette. Ils sont venus beaucoup plus en stun, quitte à laisser des tirs à l'opposé, le forcer à driver, rester au contact, l'empêcher d'avoir des points faciles, être fort sur lui, venir fermer les espaces, comme ici, ce qui va provoquer faute. C'est pas la plus évidente. Obradovic, comme nous, avait vu que sur les sorties d'écran, ils avaient été en difficulté, donc il a voulu mettre en confiance Mike James. Mais ici, vous regardez le nuage de Parisiens dans la raquette qui se sont beaucoup plus adaptés, qui ont été beaucoup plus cohérents. Il y a eu une cohésion bien meilleure défensive autour de la raquette. Regardez cette séquence absolument incroyable. On voit les aides, on voit les feintes, on le force à prendre un tir très très difficile. Et même s'il le met, il a dû se le gratter. On voit ici la superbe aide face à Elie Okobo. On les a forcés à driver au contact, avec les stunts, avec les gens dans la raquette pour venir aider. Et Monaco, en résultat, a beaucoup plus forcé. La différence par rapport au match 1, c'est vraiment ça. Ici, le pas qui glisse d'Elie Okobo, le marché. Et puis, les steps qui continuent de déranger Monaco, qui n'arrive pas à trouver toujours des solutions, ce qui force des 1 contre 1, on est au contact, il y a des aides, vous voyez Nadir Hiffi et Herrada, on vient venir contester le tir, on les laisse prendre des tirs compliqués, et la maladresse n'a pas aidé.
Alors comme Monaco était un peu plus en difficulté, ils sont allés chercher plus d'écran sur le côté. On avait dit que ça pouvait être une clé pour Monaco, parce que c'est plus difficile de venir aider, mais par contre, on trouve ici Dante Hall dans le short roll. C'est un peu le problème de Dante Hall, c'est qu'il protège bien la raquette, mais en attaque, il a un peu plus de mal. Il n'a pas forcément ni la patience ni la capacité à passer des joueurs en dribble. Donc on est allé chercher beaucoup plus Peter Corneli, qui est capable d'étirer les défenses à 3 points. Regardez tout cet espace-là pour tirer. Ils ont peur de lui, ils feintent, ils les réattaquent pour aller chercher ces points-là dans la raquette qu'on sait qu'il va falloir absolument pour Monaco aller chercher. Vous voyez, on avait parlé de patience également lors du match 1 de Monaco, c'était un peu ce qui leur avait manqué. Ici, là aussi, une vraie patience. Parce que sur les steps, de manière générale, sur les écrans au milieu, ils ont eu beaucoup plus de mal que lors du match 1, et Obradovic a été obligé d'essayer d'être créatif, de trouver des solutions différentes. Alors la première, c'est le flip l'écran, c'est-à-dire je vais feinter d'aller d'un côté pour le forcer à aller dans le step de ce côté-là, puis je vais poser l'écran de l'autre côté. Donc Nadir Hiffi, il envoie vers l'écran qui du coup n'y est plus, ce qui laisse un énorme espace. Il faut choisir soit Corneli dans le pop, soit laisser le drive. C'est une façon d'accéder au cercle et d'attaquer Nadir Hiffi, de le faire travailler en défense. On a vu le pick-repick qui n'utilise pas assez. Et regardez tout cet espace que Jordan Lloyd va utiliser pour tirer. Il faudrait essayer de réattaquer un peu plus pour aller trouver des points dans la raquette. On a vu également les écrans pour venir s'écarter large et ensuite réattaquer avec plus d'espace pour les stunts à couvrir, et notamment essayer de trouver des tirs à Mike James. Et ensuite, comme l'aide arrive, un lob, même si Mathieu Strazel est hors de contrôle. On a vu également des slips d'écran, c'est-à-dire feinte d'écran, je m'écarte, le joueur est dans le step, ça laisse un petit décalage pour moi et je vais chercher un panier avec un spacing adapté. On voit vraiment qu'il y a du travail qui est fait pour essayer de trouver ces points faciles. Et puis il y a les short rolls dont on avait parlé. Important de trouver de la patience, et Dante Hall ici dans l'aide au contact qui arrivera toujours avec Paris. Il rate même si il a cette activité pour prendre son rebond. Puis s'en sont servis également pour essayer de trouver Mame Diaité dans le post-up sans forcément la possibilité de venir trapper puisque c'est une position plus centrale. Ça aussi, on l'a peut-être pas assez vu encore, Mame Diaité jouer posté, parce que sinon on se retrouve dans on prend le step, on renverse à l'opposé et puis on trouve rien, parce que là la position de Mame Diaité elle est beaucoup plus poste bas, c'est plus facile de venir aider, de venir le gêner et de venir lui voler le ballon. Il y a personne qui peut trop le défendre en post-up, donc lui donner la balle ce serait intéressant. On a vu des rotations plus cohérentes de Paris, plus rapides, on les force à renverser la balle là où ils vont rien trouver dans les 1 contre 1, et Monaco l'a trop fait. Il va falloir beaucoup plus déborder, comme c'est le cas ici, pour trouver d'autres choses. Mais Paris, comme ils ont paqué la raquette, a laissé des tirs à 3 points. Et comme Monaco a été très maladroit, que ce soit à 3 points ou alors sur la ligne des lancers francs, ils ont essayé d'attaquer la raquette là où justement Monaco les fermait. Donc continuer de déborder, c'est une bonne chose, mais il faudra surtout essayer d'aller chercher plus des points faciles et de pousser sur les alternatives que l'on a vu tout à l'heure entre slip d'écran, pick-repick et de flipper les écrans.